Et c'est donc à la suite de ces engagements, de ces objectifs, que dans la loi de programmation, l'État a effectivement souhaité fixer la part que les collectivités territoriales vont prendre à ce redressement des finances publiques, c'est-à-dire à la fois à l'évolution des dépenses, à l'amélioration du besoin de financement, c'est-à-dire au fait que les collectivités soient moins dépendantes de l'emprunt pour pouvoir financer leurs investissements, et à la capacité de désendettement, qui sont les trois termes qui figurent dans cette loi. Et cette contribution, vous l'avez dit, monsieur l'adjoint, a été fixée dans l'article 13 de la loi de programmation à 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement en valeur. Vous avez dit tout à l'heure, on ne compte pas les amortissements, on ne compte pas non plus l'inflation. C'est extrêmement important à préciser. Et je dis aussi, c'est l'un des points qui a fait débat de façon la plus animée, je dirais, entre les départements, par exemple, les régions et l'État, que les éventuelles décisions prises par ce gouvernement ou un autre sur l'évolution du point d'indice, c'est-à-dire sur le salaire des fonctionnaires, le point à partir duquel le traitement des fonctionnaires est calculé, que ces éventuelles évolutions ne seront pas déduites de l'évolution des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que si l'État décide, pour telle ou telle raison, comme le gouvernement précédent l'avait fait à 2 reprises, de revaloriser le salaire des fonctionnaires de 0,6%, une fois à la fin de l'année 2016, une autre fois au début de l'année 2017, eh bien ce sera pour les collectivités à déduire, ce sera inclus dans ces 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, ce qui veut dire que c'est un objectif très ambitieux. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'entre 2009 et 2014, l'augmentation moyenne des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales était de 2,5%. Et puis, l'article 15, c'est pour ça que je vous invite à lire cette loi, parce qu'elle est très intéressante. L'article 15 de cette loi de programmation fixe des objectifs de dépenses ministère par ministère, mission de service public par mission de service public. Et l'article 16 détermine les concours de l'État aux collectivités, c'est-à-dire concrètement quels seront les financements que l'État apportera aux municipalités, aux intercommunalités, aux départements, aux régions. Et on voit que cette somme est en stabilité relative, puisqu'elle est fixée à 48,11 milliards d'euros en 2018 et à 48,49 en 2022, soit une augmentation de 380 millions seulement sur 5 années pleines sur le plan budgétaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ces contrats CAOR? Vous avez vu que c'était un petit peu, à plusieurs reprises dans le contrat, c'était évoqué, parce que cet objectif de réduction de la dépense publique pour ce qui concerne les collectivités a été annoncé par le Premier ministre lors de la conférence nationale des territoires du 14 décembre 2018. Monsieur l'adjoint vous l'a dit, 322 collectivités sont obligées de signer. 322, oui, 2017. 322 collectivités sont obligées de signer, et pas nous. Et donc on avait le choix ou pas de le faire. Et je voudrais ici rendre hommage à la clairvoyance de l'adjoint aux finances Jean-Paul Beson, qui pour une fois est sous d'autres cieux et se repose, et qui d'emblée a réussi à convaincre, à entamer une démarche pour convaincre cette majorité qu'il fallait signer cette convention, ce contrat, qu'il fallait faire partie des très rares collectivités qui volontairement demanderaient à l'État d'attester le sérieux de leur trajectoire de redressement des comptes publics. Dans le Grand Est, ce sont seulement 7 communes qui sont obligatoirement concernées, 5 intercommunalités, 10 départements et une région, la région Grand Est, qui a délibéré pour adhérer à ce dispositif vendredi dernier, 22 juin. Mais de toute façon, elle y aurait été soumise, quoi qu'il arrive. Ça fait donc 23 collectivités. Et dans le département des Vosges, seul le département des Vosges est concerné par cette disposition. La ville d'Épinal ne l'est pas, l'agglomération d'Épinal non plus. Et encore une fois, d'après mes informations, elles ne sont pas tentées d'adhérer à ce dispositif. Je crois qu'il y aura seulement 1 ou 2 collectivités dans tout le Grand Est qui iront volontairement signer ce document. Je précise aussi que les positions des uns et des autres sur ce sujet peuvent se comprendre au regard de la situation des collectivités qu'ils ont à gérer. Je prends l'exemple des régions. Les régions ont globalement assez peu de maîtrise
sur leurs recettes, puisque leur part d'autonomie fiscale est seulement de 6%, c'est-à-dire que 94% des recettes qu'elles perçoivent sont déterminées par d'autres qu'elles. En revanche, elles ont une assez grande maîtrise de leur charge de fonctionnement parce qu'elles ne sont pas tributaires de politiques publiques qui automatiquement voient lester, voient charger les dépenses de fonctionnement. C'est évidemment différent pour les départements qui, eux, ont un peu plus de maîtrise sur leurs recettes de fonctionnement puisqu'ils ont un levier fiscal, la taxe sur le foncier bâti. En revanche, les politiques qu'ils ont à gérer, à affronter, à imaginer, sont des politiques qui sont en grande partie contraintes et qui produisent de l'augmentation de la dépense publique de façon automatique. Ce qui explique que, selon les collectivités, on puisse avoir des analyses différentes les uns les autres, et ça se comprend très bien. Donc, nous avons choisi d'être volontaires. Alors pourquoi, me dites-vous? Pour deux raisons. La première, parce que, comme l'a dit monsieur l'adjoint, on peut espérer, sinon une augmentation de subventions, comme le laisse pourtant supposer de façon un peu alléchante l'article 29, alinéa 7 de cette loi de programmation, du moins une bienveillance plus marquée de l'État vis-à-vis des collectivités qui auront fait l'effort de s'imposer à elles-mêmes un objectif de redressement des comptes publics qui soit certifié par l'État. Et donc, cela permettra, dans les débats que nous aurons à l'avenir, d'éviter ce reproche qui a parfois été entendu, notamment l'année dernière, au moment de la présentation des comptes administratifs et des comptes de gestion, selon lesquels on pourrait faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Là, ce sera tout simplement attesté par l'État, c'est-à-dire par Bercy et par la Chambre régionale des comptes. Et donc, on pourra difficilement affirmer que les efforts ne sont pas si importants que ce que nous affirmons. Et du reste, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la conseillère collectivité territoriale du Premier ministre, qui m'a confirmé qu'effectivement, cette démarche que nous accomplissons aujourd'hui, que nous vous proposons d'accomplir, est tout à fait exceptionnelle. Le deuxième volet, puisque pour ce qui est de la capacité de désendettement, nous ne sommes pas concernés par cette disposition, il y a donc, nous nous engageons à quoi? Nous nous engageons à ne pas augmenter les dépenses de gestion courante de plus de 1,35% par an. Vous avez compris que nous remplissons ces objectifs depuis le début du mandat. Et nous nous engageons, deuxièmement, à améliorer notre besoin de financement, c'est-à-dire à moins dépendre de l'emprunt pour ce qui est de financer nos investissements futurs. Alors nous avions un choix à faire. Moins dépendre de l'emprunt, ou en tout cas moins faire peser le poids de l'emprunt dans les comptes publics, ça peut se traduire par deux choses. Soit on emprunte moins, soit on rembourse plus vite. Chacun le comprend. Et donc le choix que nous avons fait pour ne pas obérer notre capacité d'investissement, qui, je le rappelle, se redresse depuis 2015, et se redresse plus vite que dans les autres collectivités, puisque en moyenne nationale, le montant de l'investissement pour cette année a augmenté de 6%, et à Saint-Dié-des-Vosges, ce chiffre dépasse les 10%. Eh bien, le choix que nous avons fait, c'est de rembourser plus vite les emprunts que nous contracterons dans les années qui viennent. La plupart des collectivités empruntent sur une durée de 20 ans, et c'est du reste ce que nous faisions jusqu'à présent, 2 millions par an, remboursables sur 20 ans. On est très très loin de ce qui a été fait par le passé, et nous proposons donc au conseil municipal de limiter à 1,35% la croissance des dépenses de gestion courante dans les années qui viennent, et si possible d'être bien en dessous. Et nous proposons au conseil municipal d'emprunter toujours la même somme de 2%, mais sur une durée de 15 ans, ce qui, mécaniquement, aura pour effet d'améliorer notre besoin de financement, et ce qui est surtout un signe adressé de façon très claire aux déodaciennes et déodaciens. Nous sommes en capacité aujourd'hui d'emprunter les mêmes sommes, pas plus, d'augmenter pourtant l'investissement et de rembourser plus vite les emprunts que nous contractons, sachant que, comme vous l'a expliqué l'adjoint aux finances, nous désendettons beaucoup plus que ceux que nous empruntons chaque année. La différence est positive chaque année, et la ville est moins endettée qu'elle ne l'était bien sûr en 2014. On a eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises. Voilà.
C'est finalement une forme de contrat de sincérité budgétaire, de sérieux budgétaire, de redressement financier que nous vous proposons de signer aujourd'hui avec ce message. Les efforts doivent continuer, ils ne sont pas contradictoires de l'investissement dans cette ville, ils ne sont pas contradictoires du redressement et de l'espoir dans cette ville, ils lui sont consubstantiels.